À travers chants d'Hector Berlioz. Reprise de l'Alceste de Gluck, à l'opéra. Partie 2. Ces souvenirs, réveillés avec beaucoup d'autres par la récente représentation d'Alceste, ne sont pas tout à fait étrangers à mon sujet, ils me conduisent naturellement à parler de la grande artiste qui vient d'aborder avec tant de succès ce rôle presque inabordable de la reine de Thessalie. On sait l'effet extraordinaire que Madame Viardot produisit, il y a quelques mois, en chantant au conservatoire quelques fragments d'Alceste. Ce fut alors la cantatrice seulement qui fut applaudie. À l'opéra, c'est aussi l'actrice éminente, l'artiste enthousiaste, inspirée et savante, qui a excité pendant toute la durée de 3 grands actes l'émotion de l'assemblée. En lutte avec les révoltes de sa voix, comme Gluck l'est avec la monotonie de son poème, ils sont restés les plus forts tous les deux. Madame Viardot a été admirable de douloureuse tendresse, d'énergie, d'accablement, sa démarche, ses quelques gestes en entrant dans le temple, son attitude brisée pendant la fête du second acte, son égarement au 3e, son jeu de physionomie au moment de l'interrogatoire que lui fait subir Admet, son regard fixe pendant le cœur des ombres. Malheureuse, où vas-tu? Toutes ces attitudes de bas-reliefs antiques, toutes ces belles poses sculpturales ont excité la plus vive admiration. Dans l'air, divinité du Styx. La phrase, pâle compagne de la mort, a excité des applaudissements qui ont presque empêché d'entendre la mélodie suivante, mourir pour ce qu'on aime, qu'elle a dite avec une profonde sensibilité. Au dernier acte, l'air. Ah, divinités implacables. Chanter avec cet accent de résignation désolé si difficile à trouver, a été interrompu 3 fois par les applaudissements. En un mot, Alceste est pour Madame Viardot un nouveau triomphe, et celui qui se trouvait pour elle le plus difficile à obtenir. Michaud, Admet, a surpris tout le monde comme chanteur et comme acteur. Sa voix de ténor, haut, qui lui permet de tout chanter en son de poitrine, convient parfaitement au rôle. Il a dit ses airs et la plupart de ses difficiles récitatifs d'une belle manière et avec ses accents émus qu'on entend trop rarement. Citons surtout l'air « Non, sans toi je ne puis vivre », dont la dernière phrase, reprise sur 4 notes aiguës. Je ne puis vivre, tu le sais, tu n'en doutes pas. A remué toute la salle. Il a bien fait ressortir la tendre sérénité de celui, banni la crainte et les alarmes. Le dernier, qui est la clé de voûte du rôle, et dont Michaud a parfaitement rendu les principaux passages, celui-ci surtout. Je pousserai des cris que tu n'entendrais pas. Perd la moitié de son effet à être chanté si lentement. C'est une andantée, et pour Gluck, andantée ne veut pas dire lent, il indique un mouvement d'une certaine animation relative à la nature du sentiment qu'il s'agit d'exprimer, quelque chose qui va, qui marche. Ici, d'ailleurs, le caractère de la partie de chant, celui du dessin d'accompagnement des seconds violons, le tissu général du morceau, indique une sorte d'agitation que les paroles, en outre, exigent impérieusement. Il en est de même de quelques récitatifs qui veulent être dits sans emphase et non posés, et de quelques autres dont l'entraînement passionné ne permet pas une telle largeur dans le débit. Ainsi les vers. Parle, quel est celui dont la pitié cruelle l'entraîne à s'immoler pour moi? Doivent absolument être jetés avec une sorte de précipitation anxieuse. Nourri père, qui, à mon sens, ne valait pas Michaud, produisait dans ce rôle de grands effets précisément par cette rapidité de débit. Les artistes, en général, répondent, quand on la leur demande. Il est très difficile, en chantant si vite, de trouver le moyen de poser la voix. Sans doute c'est difficile, mais l'art consiste à vaincre les difficultés. S'il en était autrement, à quoi serviraient les études? Le premier venu, doué d'une voix quelconque, serait un chanteur. Ce n'est pour Michaud qu'un léger effort à faire, quand il voudra l'animer davantage,
il doublera l'effet de ce rôle d'Admet qui lui fait le plus grand honneur. La splendide voix de Quasot ne pouvait manquer de faire merveille dans le rôle du grand prêtre, aussi Quasot a-t-il été couvert d'applaudissements pendant et après sa scène. Apollon est sensible à nos gémissements. Et au passage, perce d'un rayon éclatant, le voile affreux qui l'environne. Il a été tout à fait à la hauteur de l'inspiration de Gluck quand il a dit avec sa voix tonnante. Le marbre est animé, le saint trépied s'agite. Je ne crois pas pouvoir lui adresser un plus flatteur éloge. Je l'engage à travailler son ré d'en haut, qu'il attaque toujours un peu bas. Borchardt, qui débutait dans le petit rôle d'Hercule, a reçu un accueil qui doit l'encourager. Sa stature, sa voix robuste, le caractère de sa tête, conviennent parfaitement au personnage. L'étendue de sa voix de baryton basse lui permet, en outre, d'attaquer sans danger les notes hautes du rôle, impossibles à atteindre pour la plupart des chanteurs. Borchardt est une bonne acquisition pour l'opéra. Mademoiselle de Thésée avait eu la complaisance de se charger du solo de la jeune grecque dans la fête. Elle a dit avec une grâce exquise ce ravissant morceau épisodique placé au milieu du chœur. Parez vos fronts de fleurs nouvelles. Autrefois c'était une choriste qui, chantant indignement faux avec une petite voix aigre, venait défigurer cette charmante page et jeter du ridicule sur l'ensemble de l'exécution. L'exemple de Mademoiselle de Thésée doit être suivi. Désormais tout solo, court ou non, sera chanté, il faut l'espérer, par un artiste. Koenig s'acquitte bien aussi de son petit rôle du confident et vendre, enfin Coulon a fait frissonner la salle dans son air du dieu infernal. Car on t'appelle. Le ténor frais et jeune de Grisi convient tout à fait au blond Phébus, dont on avait à tort voulu confier d'abord le cours récitatif de la fin à une voix de basse. Les chœurs bien exercés, sous la direction de Monsieur Massé, ne laissent rien à désirer. Les choristes qui chantent au loin, derrière le théâtre, suivent avec une régularité parfaite la mesure de l'orchestre, qu'ils ne peuvent entendre cependant. Il y a 15 jours, cet ensemble eût été impossible, le métronome électrique n'était pas encore introduit à l'opéra. Quant à Monsieur Ditch, la reprise d'Alceste a été pour lui l'occasion d'un succès qui comptera dans sa vie. Il n'a pas, ce me semble, commis la moindre erreur de mouvement et il a fait observer toutes les nuances avec un scrupule intelligent. Aussi, de toutes parts, entendait-on dans la salle louer l'exécution de l'orchestre, sa discrétion dans les accompagnements, son ensemble, sa précision, sa force imposante. Jamais la scène du temple ne fut exécutée nulle part de la sorte. La marche religieuse a été applaudie à 3 reprises, l'auditoire, recueilli, était entièrement absorbé par la contemplation de ce divin morceau. Messieurs Dorus et Altesse ont trouvé précisément le degré de force qu'il faut y donner au son grave de la flûte et qui revête la mélodie d'un si chaste coloris. Autrefois, quand j'entendis Alceste, le premier flûtiste de l'opéra, qui n'était ni modeste ni le premier dans son art, comme Monsieur Dorus, détruisait complètement ce bel effet d'instrumentation. Il ne voulait pas que la seconde flûte jouât avec lui, et il transposait, pour mieux dominer l'orchestre, sa partie à l'octave supérieure, se moquant parfaitement de l'intention de Gluck. Et on le laissait faire. Après une telle incartade, il méritait d'être renvoyé de l'opéra et condamné à 6 mois de prison. Il ne faut pas oublier le petit solo de hautbois de Monsieur Crass, dans l'air. Grand Dieu, du destin qui m'accable, dont il joue seulement un peu trop piano les 2 dernières mesures, et moins encore la belle ritournelle de clarinette de celui. Là, malgré moi. Exécuté par Monsieur Leroy avec les beaux sons et le beau style dont ce virtuose a le secret. Les danses gracieuses ont été dessinées par Monsieur Petitpas. Monsieur Cormon a su vaincre avec un rare bonheur les difficultés de la mise en scène. Tout y est réglé avec une intelligence parfaite des exigences de la musique, dont les metteurs en scène ne tiennent pas compte ordinairement, et avec un grand goût de l'antique.
C'est la première fois que l'on voit à l'opéra des démons et des ombres assez ingénieusement costumés et groupés pour paraître fantastiques et non ridicules. Enfin, après 100 ans et plus, voici l'Alceste placée presque dans son jour, et admirée et comprise, et bien des gens répètent depuis lundi le mot de l'abbé Arnaud. Quelqu'un disant devant lui qu'Alceste était tombé à sa première représentation. Oui, répliqua-t-il, tombé du ciel. Mais cette reprise d'Alceste, bien qu'elle ne soit pas de tout point irréprochable, constitue seulement une exception à la règle. En général, quand un ancien chef-d'œuvre est remis en scène après la mort de l'auteur, c'est le roi Lear qui n'est plus roi, le théâtre c'est le palais de ses filles, Goneril et Regan, ou fourmillent des serviteurs irrévérencieux qui maltraitent les officiers de l'hôte illustré, lui manquent à lui-même de respect, et sont toujours prêts à dire, si l'on se plaint de leurs indignes procédés. Oui, nous avons mis Kent dans les ceps. Il commandait ici en maître, et cela nous déplaît. Oui, nous avons chassé 25 des chevaliers de Lear, ils étaient incommodes et encombraient le palais. Il en reste 25 autres, et c'est assez. Quel besoin avait le roi de 50 chevaliers pour le servir? Quel besoin a-t-il de 25, de 20, de 10, d'un seul même? Ceux du palais ne sont-ils pas suffisants pour satisfaire les caprices du vieillard entêté, impérieux et chagrin? Jusqu'à ce que Lear, poussé à bout par tant d'outrages, sorte enfin courroucé, renonçant à cette hospitalité parricide, et, seul avec son fidèle Kent et son fou, dans la nuit et l'orage, sur la bruyère déserte, délirant de douleur, s'écrie. Foudre du ciel, grondez, frappez ma tête blanche. Crevez sur moi, froid nuage. Ouragan, arrachez et dispersez ma chevelure. Vous le pouvez, je vous pardonne, à vous, vous n'êtes pas mes filles. Et nous qui sommes les fous dévoués, avec le fidèle Kent, le noble Edgar et la douce Cordelia, nous ne pouvons que gémir et environner la majesté mourante de notre amour et de nos respects. Ô Shakespeare! Shakespeare! Grand outragé! Toi qui eus pour rivaux les ours combattants dans les cirques de Londres et les bambins du théâtre du Globe, c'était pour toi, mais c'était aussi pour tes successeurs de tous les temps, de tous les lieux, que tu mettais dans la bouche de ton Hamlet, ces amères paroles. Vous me déchirez de la passion comme des lambeaux de vieille étoffe. C'est trop long, dites-vous. C'est comme votre barbe, on pourra raccourcir le tout en même temps. N'écoute pas cet idiot, il lui faut une ballade, quelque conte licencieux, où il s'endort. N'allez pas ajouter des sottises à vos rôles pour exciter les applaudissements des imbéciles du parterre. Et tant d'autres. Et l'on raille un grand maître, encore vivant par bonheur, pour les murailles fortifiées qu'il élève autour de ses œuvres, pour ses impitoyables exigences, pour ses prévisions inquiètes, pour sa méfiance de tous les instants et de tous les hommes. Ah, qu'il a bien raison. Le savant musicien, le savant homme, de toujours imposer pour la représentation de ces nouvelles œuvres des conditions ainsi formulées, vous me donnerez tel chanteur, telle cantatrice, tant de choristes, tant de musiciens, tel musicien et tel choriste. Ils feront tant de répétitions sous ma direction. On ne répétera rien autre que mon ouvrage pendant tant de mois. Je dirigerai ces études comme je l'entendrai, etc., 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 ou vous me payerez 50 000 francs. C'est seulement ainsi que les grandes compositions complexes de l'art musical peuvent être sauvées et garanties de la morsure des rats qui grouillent dans les théâtres de France, d'Angleterre, d'Italie, d'Allemagne même, de partout. Car, il ne faut pas se faire illusion, les théâtres lyriques sont tous les mêmes, ce sont les mauvais lieux de la musique, et la chaste muse qu'on y traîne ne peut y rentrer qu'en frémissant. Pourquoi cela? Oh, nous le savons trop. On l'a trop souvent dit, il n'y a nul besoin de le redire. Répétons seulement qu'une œuvre de la nature d'Alceste ne sera jamais dignement exécutée en l'absence de l'auteur, que sous la surveillance d'un artiste dévoué qui la connaît parfaitement,
depuis longtemps familier avec le style du maître, possédant à fond toutes les questions qui se rattachent à la musique et aux études musicales, profondément pénétré de ce qu'il y a de grand et de beau dans l'art, et qui, jouissant d'une autorité justifiée par son caractère, ses connaissances spéciales et l'élévation de ses vues, l'exerce tantôt avec douceur, tantôt avec une rigidité absolue, qui ne connaît ni ami ni ennemi. Un Brutus l'Ancien qui, une fois ses ordres donnés et les voyant transgressés, est toujours prêt à dire Ilictor, liga ad palum. Va, licteur, lis au poteau le coupable. Mais c'est monsieur. C'est mademoiselle. C'est madame. Ilictor. Vous demandez l'établissement du despotisme dans les théâtres? Me dira-t-on. Et je répondrai. Oui, dans les théâtres lyriques surtout, et dans les établissements qui ont pour objet d'obtenir un beau résultat musical au moyen d'un personnel nombreux d'exécutants de divers ordres, obligés de concourir à un seul et même but. Il faut le despotisme, souverainement intelligent sans doute, mais le despotisme enfin, le despotisme militaire, le despotisme d'un général en chef, d'un amiral en temps de guerre. Hors de là il n'y a que résultats incomplets, contresens, désordre et cacophonie. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À bientôt.